Madame, Monsieur, merci de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi 13 septembre 2023. Dans 2 jours, c'est la rentrée parlementaire, la session budgétaire. C'est la dernière session de cette législature. Voilà, monsieur, à l'affiche ce matin, Joseph Kongolo sera face à Christian Moleka. Dans l'actualité, il y a également la publication de la liste provisoire des candidats députés provinciaux et conseillers communaux par la CENI. C'est donc aujourd'hui la publication. Et nous allons parler tout au long de ce magazine de la sécurité dans la capitale avec ces 2 numéros verts rendus publics hier par le commissaire provincial de la peine civile de Kinshasa. C'est pour dénoncer les cas de banditisme urbain. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Et à Goma, au Nord Kivu, le maire a interdit la grève générale qui a été décrétée pour ce mercredi par les activistes des mouvements citoyens. La manifestation a été interdite. Ils veulent donc manifester contre les tueries du 30 août dernier. Si le temps nous permet, nous allons également y parler de la suppression des visas pour les Congolais afin d'accéder dans 2 pays, le Kenya et la Tanzanie. Encore une fois, bienvenue. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour Christian, bonjour à tous nos auditeurs, tous les téléspectateurs. Nous sommes là pour partager nos idées, bien sûr, avec tout le monde. Voilà. Votre co-débatteur, c'est Christian Moleka. Bonjour Christian Moleka. Bonjour, bonjour à vous, madame Gisèle. Bonjour également à monsieur Kongolo, avec qui nous avons l'habitude d'échanger républicainement. Mais également bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Voilà, nous sommes là pour apporter nos modestes contributions au débat national. Alors, les banditismes urbains, l'insécurité dans la ville de Kinshasa, en tout cas, ça continue. Et le nouveau commandant de la police de la capitale va mettre fin à cela. Il a, hier, lors de la cérémonie officielle de sa prise de fonction, il a rendu public 2 numéros verts pour dénoncer les cas de banditisme humain. Comment vous avez perçu cette nouvelle? Bon, c'est une démarche, je peux dire, participative, parce que la police ne peut pas seule répondre à l'impératif sécuritaire. Aujourd'hui, on parle de gouvernance. Et donc, si on parle de gouvernance sécuritaire, parce que la sécurité, elle est horizontale, elle ne se fait pas essentiellement avec l'État, elle se fait en partenariat entre l'État et les citoyens. Et donc, tous les mécanismes qui permettent de renforcer ce partenariat entre la police et les citoyens sont à saluer. Mais moi, je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Il y a au sein de la police un service qui s'appelle le C3C. Le C3C est un service d'écoute qui a été déployé par les partenaires de l'Union européenne il n'y a pas très longtemps. Ce service devait être déployé sur l'ensemble du pays, mais c'est un service apparemment où on ne met pas les ressources suffisamment. Donc la police dispose d'un mécanisme national d'écoute, de communication à travers le C3C. Et donc, on peut renforcer le C3C plutôt que multiplier les différents services. C'est peut-être bien parce que c'est une approche provinciale. Le C3C est national, mais il y a moyen de combiner les 2 approches en développant ces moyens-là. Ensuite, appeler les citoyens à contribuer, c'est bien. Mais quels sont les moyens qu'on met pour que lorsque j'appelle, pour dire par exemple que les Kuluna se battent derrière l'école Ngwanza, nous sommes à Mikondo, ou qu'ils sont à Paille. Quels sont les moyens qu'on dote la police pour que les éléments puissent quitter là où ils seront de Souciade, peut-être à Kingasani, au niveau de la maison communale, pour atteindre Paille, où les gens se battent? Quels sont les véhicules? Oui, mobilité, en principe, des moyens de mobilité, l'effectif, pour qu'ils puissent arriver. Donc oui, les citoyens doivent contribuer. C'est bien de contribuer au moyen de ces numéros de téléphone, mais si la police n'est pas suffisamment outillée en termes de ressources, et ça c'est la part de l'État, le colonel, le général Kilimbalimba peut être de bonne foi, mais c'est la part de l'État. Si l'État ne donne pas à la police les moyens de mobilité, si on ne donne pas l'équipement nécessaire, si on ne donne pas les effectifs qu'il faut, ces bonnes initiatives vont tomber dans l'eau, parce que
On sait comment ça fonctionne chez nous. Vous arrivez devant un poste de police, vous dites que les gens se battent là-bas, le policier vous répond, tout à on sait comment ça fonctionne. Ou il vous dit que bon, parce que là-bas, moto, parking. Donc, il y a ce problème d'effectifs qu'il faut régler profondément. Il y a ce problème d'équipement qu'il faut régler, de mobilité, et ensuite des formations. Et en complément à ce que le commissaire provincial est en train de faire, je crois que c'est sa part des responsabilités. Maintenant, c'est à l'État d'accompagner les efforts en dotant la police des moyens qu'il faut. Alors, Joseph Kongolo, c'est une mesure qui existe déjà. Ses prédécesseurs aussi l'avaient fait, mais ça souffre, comment je peux dire, d'application où, comme a dit Christian Moleka, les moyens par rapport à la mobilité, par rapport aux infrastructures également, les routes. Bon, justement, madame, vous savez, quand il y a un projet, un plan qu'on met en branle, et qui a été répété plusieurs fois, je me demande si, en amont, on a eu à déceler les faiblesses, n'est-ce pas, de cette politique qu'on a eu à appliquer avant, pratiquement avec des numéros verts. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qu'eux vont apporter de nouveau pour rendre efficace, n'est-ce pas, cette ancienne politique? Nous ne savons pas, voyez-vous. Mais je considère toujours que ce sont des mesures un peu palliatives qui ne sont pas vraiment efficaces en elles-mêmes, en réalité. D'abord, Christian a évoqué le problème de moyens de communication, de moyens de transport, la gestion de la communication elle-même. Évidemment, je connais, c'est ma police, c'est la police de mon pays. Je sais que de ce côté-là, on n'est pas encore suffisamment organisé. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que je crois qu'il y a une autre façon, peut-être une façon plus pratique pour pouvoir lutter contre un peu le banditisme, Koulouna et tous les autres. C'est que jadis, quand nous on était petits, il y avait la police des mœurs. Il y avait la police de la jeunesse. On peut créer encore d'autres polices juste à cause, autour, n'est-ce pas, des problèmes que la société civile, particulièrement la violence. Or, aujourd'hui, ce sont les souciates. Mais quel est le commandement? Il faut que le souciat soit représenté par un commandement au niveau de la commune. C'est seulement au niveau de la commune. Je crois qu'on doit décentraliser toutes ces structures. Ils connaissent bien les points chauds, là où se trouvent vraiment les Koulouna. Ils savent dans quelle commune, dans quel quartier avec précision. Il faut déployer des services permanents sur place. Voyez-vous, pour dissuader ces gens. Et faire le monitoring de toutes ces violences, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la ville. On doit faire le monitoring, on doit savoir, aujourd'hui on a signalé ici, demain, hier, on a signalé là-bas, ainsi de suite et tout ça. On fait le regroupement, on fait des études, et après, on ouvre, n'est-ce pas, d'autres souciates en fonction, n'est-ce pas, des données de terrain. Mais c'est ça le travail, en fait, qu'on doit faire. Le numéro vert, je suis très sûr que nous n'avons pas d'abord suffisamment de routes pour atteindre les coins où généralement ces gens-là sévissent. Ouais, ça va être un peu difficile. Ça va être un peu difficile. Mais moi, je crois plutôt qu'on doit aller plus en profondeur et de manière un peu plus durable, c'est de faire des études proprement dites sur les milieux reconnus comme étant des milieux de violence, n'est-ce pas, ici en ville, disons sur la ville de Kinshasa, et faire le déploiement. Le déploiement, évidemment, on doit ouvrir d'autres, et faire un commandement beaucoup plus proche de ces coins-là, et de temps en temps, comment on dit, renouveler les études sur tous les renseignements qu'on a sur la violence. Quand vous avez devant vous, n'est-ce pas, les résultats des études qui ont été faites, ou en tout cas qui sont une sorte de monitoring, on a la possibilité de placer des politiques un peu plus efficaces, plutôt que de croire comme ça en général qu'avec un numéro vert, tout ça, ainsi de suite. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit solution. Alors, on va expliquer qu'il y a beaucoup de stratégies mises en place pour lutter contre le banditisme. Mais on a vu même le transfèrement de ces Koulouna à Kanyamaka CC, mais ça semble ne pas toujours tenir. Oui, vous avez raison. D'abord parce qu'il n'y a pas de moyens efficaces et durables pour pouvoir lutter contre le banditisme urbain. Il n'y en a pas. Ce n'est pas le numéro vert, n'est-ce pas, qui va... Vous dites bien qu'on a eu à faire des nouvelles expériences. Ça n'a pas produit. Donc, est-ce qu'il y a des études approfondies sur la violence urbaine? Est-ce qu'en amont et en aval, on a attaqué ce problème de violence? Est-ce qu'on l'a étudié, on l'a contourné de manière à savoir effectivement la cause de toutes ces violences? C'est ça le travail de la police. C'est ça le travail de la police. Évidemment, ils peuvent associer la société civile, ils peuvent associer toutes les autres structures pour faire ce travail. N'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'on a ramassé les gens, on les a amenés à Kanyama, mais le truc... les autres n'ont pas peur. La violence est toujours là, la violence est toujours là et tout ça. Je crois qu'en amont, il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème de crise de mentalité, crise morale, il y a un problème de crise professionnelle, c'est-à-dire que les gens n'ont pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi, il y a un problème d'exode rural. Donc, j'ai ramassé ça comme ça, mais au fond,
il y a des problèmes d'ordre social qu'il faut étudier et peut-être trouver des solutions beaucoup plus durables plutôt que de prendre des numéros. Oui, Christian Moulica. Madame, les solutions existent. Notre problème, c'est parfois, nous refusons nous-mêmes, peut-être faute de ressources, de mettre en œuvre des solutions qui existent. Il y a par exemple ce qu'on appelle la gouvernance locale sécuritaire, avec la police de proximité. Cette réforme existe, mais nous n'avons jamais implémenté jusqu'à aujourd'hui la police de proximité. Beaucoup de réformes chez nous, ce sont les bailleurs des fonds, les partenaires qui viennent financer. Et dès que les partenaires ne sont plus là, l'État s'approprie le moins possible. La police de proximité est une des solutions. Parce que ça permet de mettre en place des comités locaux de sécurité qui permettent de régler les problèmes à la base. Mais le problème, c'est qu'il faut que l'État mette les moyens pour déployer la police de proximité et que ça ne se résume pas à un bus bleu qui s'occupe dans la ville tel qu'on voit, police de proximité. Les ressources ne sont pas allouées telles qu'il faut. Ensuite, la problématique du banditisme urbain, c'est une problématique moderne dans toutes les grandes villes. Ça ne peut pas se régler uniquement avec le volet répressif. Et notre problème, c'est qu'au Congo, nous limitons la réponse au phénomène Kuluna par une solution répressive. Alors qu'on peut régler le problème également par la réinsertion, par le sport. Je l'ai dit plusieurs fois sur votre plateau. Nous venons du jeu de la francophonie. Les médailles, on l'a obtenu dans quelle discipline? Les plus. C'est dans la lutte libre. Ça veut dire que nous avons un potentiel de force dans la jeunesse qui n'est pas exploité. Si vous mettez à part le football, parce que tout le monde au Congo résume maintenant le sport pratiquement au football, mais prenez ce qu'on appelle les sports de combat, qui occupent le plus de jeunes dans nos quartiers, dans nos cités. Parce que moi, j'ai fait les sports de combat dans ma jeunesse. Vous avez le judo, vous avez la boxe, vous avez le karaté, vous avez la lutte, vous prenez le shotokan, vous pouvez ajouter le jiu-jitsu, le mukombuso. Mais ces sports vous conduisent où? Nulle part. Comment l'État met les moyens pour faire du sport un moyen de sortir des jeunes de la violence des rues? Parce qu'ils deviennent des repères dans leur quartier, de réussite par le sport. Ça inspire d'autres jeunes à mettre cette force-là qu'ils utilisent dans la rue dans des canaux que l'État a encadrés. Mais le ministère du sport, ce n'est pas le ministère du football. On ne peut pas uniquement combattre le phénomène Kuluna par un volet essentiellement répressif. Et nous nous limitons à penser que le répressif règle le problème. Ça ne règle pas le problème. En tout cas, en partie. Parce que le répressif sert à rétablir l'autorité de l'État. Maintenant, si on parle de l'autorité de l'État, c'est quand vous regardez notre policier, la manière dont il est habillé, avec parfois des bottines qu'il a achetées lui-même, des tenues avec des couleurs non uniformes, une arme qui ne tire pas. Le bureau de la police, c'est des tôles, on a mis une peinture bleu, jaune, je ne sais pas par qui, on a écrit Souciat, ainsi de suite, Gémi. Est-ce que ça incarne l'autorité de l'État? Parce que l'État, c'est d'abord la dissuasion. C'est-à-dire, quand vous voyez le policier, vous devez avoir peur. Mais quand le policier, il est mal payé, et qu'il est parfois en train de commander avec les petits, la Guinée, l'Otoko, ils prennent la cigarette ensemble. Comment pensez-vous que cette personne peut incarner l'autorité de l'État? Nous avons nous-mêmes participé à désacraser l'État. Vous voyez simplement ce que nous appelons bureau du quartier. Est-ce que le bureau du quartier, le chef du quartier qui est le représentant du chef de l'État, il n'est même pas le représentant du bourgmestre, du chef de l'État, est-ce que ce bureau du quartier-là vous inspire confiance en termes d'autorité de l'État? Nous avons tué l'État par le bas. L'État se construit par les bas, pas par les hauts. Vous voyez comment nous aimons présidentiel, député national, parlement, assemblée. L'État par les bas, c'est-à-dire chef de rue. Les chefs de rue sont impayés. Et ça existe toujours. Ils existent, mais ils ne sont pas payés. Il y a même une association de chefs de rue. Ils ont fait des plaidoyers, ils ont écrit, ils ne sont pas payés. Et c'est connu. Mais comment voulez-vous lutter contre le phénomène Kuluna quand les premiers segments de l'information, c'est-à-dire le chef des rues, n'est pas payé? Donc, commençons par régler la territoriale locale, le chef de rue, le chef du quartier, la police de proximité, avant de penser par l'État d'en haut. Et nous nous limitons simplement avec l'État d'en haut. L'État d'en bas, nous avons tué. Mais le phénomène Kuluna, c'est l'État par le bas. Ça se fait dans les rues. Donc, on ne va pas régler le problème uniquement par le répressif. On va régler le problème lorsqu'on va reconstruire l'État par les bas, lorsqu'on va redonner par le sport des cadres d'insertion. Et puis, regardez ce que nous appelons les quartiers réservoirs de Kuluna. Si vous prenez la cartographie de la ville de Kinshasa, vous verrez qu'on a plus de Kuluna dans les quartiers où il y a moins d'investissement public en termes d'infrastructure. C'est-à-dire moins de courant, moins d'eau, moins de routes. Mais à Kitambo, il y a des Kuluna, il y a des routes, il y a des courants. Regardez la carte.
Regardez la carte de Kinshasa. Si vous prenez les quartiers connus comme endémiques Kuluna, vous allez citer Massina, Kimbanseke, Makala, Bumbu, Selembao, Kisenso. Kitamo viendra après. Vous allez ajouter Ngaba. Et si vous comparez ces quartiers en termes d'investissement public, d'infrastructures, des routes, des courants d'eau, vous verrez que l'État investit moins par rapport à d'autres communes. Et bien malheureusement, quand on fait les routes aujourd'hui, on renforce les équilibres. Ça veut dire que vous avez un gouverneur de la ville de Kinshasa qui a fait 5 ans, Gentini Ngobila. Vous prenez les communes que je vous ai citées là, Kimbanseke, Massina, Selembao, Makala. Qu'est-ce qu'on a mis comme projet d'investissement là-bas pour réduire les déséquilibres en termes d'infrastructure? Non, on fait toujours les routes à Gombe. Quand on fait les routes, c'est Gombe, on refait Gombe. Chaque fois, chaque gouverneur qui vient, il refait Gombe, alors que Gombe a déjà un surplus en termes d'infrastructure, et donc on renforce les déséquilibres entre les communes moins investies et les communes les plus investies. On ne règle pas uniquement le phénomène Kuluna par le répressif, il faut une approche qui soit plus large, et c'est l'État qui en est le responsable. Voilà, merci Christian Moleka. Mais vous avez ajouté les problèmes des numéros verts, ce n'est pas seulement avec la police, on a vu aussi avec les magistrats, où on a mis un numéro pour dénoncer les magistrats. Non, vous savez, d'abord, le Congolais n'a pas cette culture de dénonciation. Il n'a pas cette culture de dénonciation, il évite d'être porté devant la justice un jour pour témoin et ceci. Ce qui fait que... Peur, hein? Oui, mais il faut revenir sur ce que Christian a dit. Vous avez vu que dans son argumentaire, il a dépassé pratiquement les prérogatives de la police. Voyez-vous? Donc un problème d'investissement social, n'est-ce pas, ainsi de suite. Ça a dépassé un peu. Ça veut dire que le problème de gestion à la base, comme il a dit, c'est un problème global. C'est un problème où vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats tant que des séquences assez importantes, n'est-ce pas, dans la construction, n'est-ce pas, du résultat, ne sont pas réalisées. Voyez-vous? Donc, au-delà du numéro vert, au-delà de tout ce qu'on va faire, il faudra encore d'autres services. Donc, ce sont des matières croisées, quelque part, et le ministère de l'Intérieur peut porter ça en tant que ministère, parce que il y a moyen, n'est-ce pas, d'associer, disons, d'autres ministères, particulièrement le ministère de l'Intérieur, parce que la police dépend du ministère de l'Intérieur. Il faut l'écarter, comme il a dit. Il faut quand même que l'État soit dissuasif. Et pour qu'un État soit dissuasif, il faut déjà de loin qu'on voie quelqu'un qui représente l'État comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui intime l'ordre et la sécurité. Donc, pendant que ces choses-là ne sont pas réalisées, c'est très difficile d'avoir des résultats qu'il faut. Donc, au-delà des numéros verts, il y a en amont, n'est-ce pas, des services d'ordre social qu'il faudra faire pour pouvoir avoir des résultats qui soient beaucoup plus efficaces. Alors, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. C'est pourquoi nous disons ça, qu'aux élections prochaines, parce qu'il y a maintenant les élections, comme il a dit que c'est la démocratie par la base, il faudra qu'aux élections prochaines, que l'État prenne soin de mettre des gens qu'il faut, parce que c'est là où se trouve véritablement la construction et l'intériorisation, n'est-ce pas, de la notion de l'autorité de l'État. C'est à la base. Alors, quand vous mettez des gens qui ne comprennent pas ces choses, eh bien, vous n'allez pas avoir de résultats. Ou la population qui devra choisir... Non, d'abord, il faut aligner. Attention, il faut d'abord aligner les bourgmestres qui ont le profil qu'il faut. D'accord? À ce moment-là, on peut reconstruire ce pouvoir, cette autorité de l'État à la base. Et c'est très important. Vraiment très important. Donc, si on néglige, comme des gens aiment beaucoup être député national avec 21 000 $, et ils oublient, bien sûr, à la base, pour avoir un État suffisamment équilibré, du moins dans tous ces étages sociaux. Donc, il faut mettre beaucoup d'accent sur la qualité d'hommes qui doivent gérer l'État au niveau de la base. C'est très important. Voilà, puisque vous avez parlé des élections, changeons des chapitres, vous parlez élections avec les candidats présidents de la République. Aujourd'hui, c'est la liste, je l'ai annoncé tout au début, la publication de la liste des candidats, liste provisoire des candidats députés provinciaux, conseillers communaux, l'opposition en ordre dispersé. Christian Moleka, les médias de ce matin disent que, les journaux disent qu'on favorise Félix Tshisekedi pour un second mandat. Ça peut se dire parce que quand vous avez un scrutin à un seul tour, tout se joue autour d'une majorité simple. Et lorsque vous avez une famille politique présidentielle qui semble unie autour d'un même ticket, et qu'en face vous avez Sesanga, Fayulu probablement, Muzitu, Katumbi, éventuellement Mukwege, Matata, vous avez une dispersion de voix. Et donc cette dispersion de voix avantage le camp où il y a une forme d'unité.
Maintenant, est-ce que c'est une stratégie? Faut quand même rappeler que si l'opposition avait pris le choix, avant les dépôts des candidatures, de s'aligner autour d'un même ticket, ça pouvait aussi faciliter les régimes d'écarter le ticket. On a vu toute la tension qu'il y a eu autour des candidats de l'opposition. Il suffisait que vous dites par exemple que nous sommes derrière tous Katumbi et que Katumbi est écarté, l'opposition n'a plus de tête. Donc il faut recommencer une dynamique. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut être pensé comme une stratégie d'expression d'ambition, ensuite de mise ensemble. L'inconvénient, c'est que la CENI qui a respecté les candidatures, s'il traite sur les billets, le billet de vote, il y aura tous ces candidats qui ont déjà déposé. Et donc, s'il n'y a pas un travail d'information et d'éducation des citoyens pour qu'ils ne votent pas pour ceux qui vont se retirer au profit d'un ticket commun, ben vous allez créer ces mineurs, c'est vrai, mais des gens qui vont aller dans l'urne, voter pour un candidat qui s'est déjà retiré, mais puisque sa photo est là, eh bien, ça va créer une autre forme de dispersion des voix. Donc, l'opposition au Congo, depuis 2006, de manière assez permanente, a du mal à se mettre ensemble. Que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, rappelez-vous de l'histoire Kengo Adondo, Kamere, Etienne Tshisekedi, ils sont même allés au Canada quand on parlait des candidats uniques et des candidats communs. Et les quelques rares fois où on a pu se mettre ensemble, c'est généralement en dehors du pays. Genève, et puis Nairobi. Est-ce que c'est la dynamique extérieure qui est capable de mieux nous aider à nous mettre ensemble qu'une dynamique interne? Ça, c'est une question de réflexion profonde parce que l'opposition au Congo a du mal à se mettre ensemble. Maintenant, est-ce que Mukwege ira jusqu'au bout? Est-ce que d'autres candidatures sont, je dirais, des candidatures assez simplement de figuration? Parce qu'un Délis Sesanga sait que dans une élection à un tour, il ne passera pas. Donc, est-ce que c'est un positionnement pour renégocier après avec le challenger pour un alignement? C'est possible. Donc, attendons voir, puisque nous avons pratiquement un mois entre les dépôts et la publication des résultats. Voyons voir comment l'opposition va se comporter jusqu'en début novembre, s'il sera même de se mettre ensemble autour d'un candidat, avec la conséquence que j'ai dit, parce que la CENI aura déjà aligné, ou si les égaux vont continuer, comme dans les passés, à diviser l'opposition. Alors, Joseph Kongolo, est-ce qu'on ne va pas assister à un Genève 2, comme c'était le cas? Ils vont encore aller se réunir, comme a évoqué Christian Mouleka, et pour faire face au candidat Félix Tshisekedi. Bon, tout est possible chez nous. Hein. Vous savez, madame, on a commencé par Tananarive, on est allé dans toutes les capitales du monde ici pour négocier en politique dans la Première République, Deuxième République, et ainsi de suite. On est spécialiste dans les négociations qui n'aboutissent pas, très souvent. Alors, tout est possible. Comme Christian l'a dit, ça peut être une stratégie, parce que si effectivement, pour une fois, l'opposition congolaise va se mettre ensemble autour d'un candidat, ça va être une exception. Ça va être une exception. Et généralement, c'est toujours après la sortie des noms, des listes définitives venant, n'est-ce pas, du Conseil et de la Cour constitutionnelle, je pense. C'est après qu'on peut se retirer. Parce que toutes les négociations du pouvoir se font après la publication de liste définitive. En ce moment-là, quelqu'un peut se retirer au profit de tel, moyennant évidemment, vous savez, c'est la politique, moyennant toujours concession. Hein. Écoutez, si on passe, c'est le Premier ministre, il prend tel ministère, ainsi de suite, et tout ça, ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça. Donc, mais c'est généralement après la sortie de la liste définitive. Alors, si c'est une surprise que l'opposition réserve à la population congolaise, ça sera une bonne chose. Ça sera une bonne chose. Pour une fois, on sera dans un duel, dans un duel d'efforts. Ils vont surprendre après, comme c'était avec Martin Fayulu. J'ai dit tout est possible, madame, tout est possible. Mais au moins, je ne vois pas M. Fayulu, que je connais plus ou moins, travailler, par exemple, pour ces sangs-là. Je ne suis pas très d'accord. Je ne le vois pas, lui, n'est-ce pas, s'abstenir pour ces sangs-là. Même s'il avait déjà annoncé une fois que si la population congolaise me demande, n'est-ce pas, de retirer ma candidature au profit de tel ou tel, je vais le faire. Mais je ne le vois pas le faire, par exemple. C'est possible, il peut le faire. J'ai dit bien que c'est possible. J'ai dit que c'est possible. Mais je ne vois pas, moi, M. Fayulu, travailler, par exemple, pour Moïse. Je vois très mal ça. Alors, s'il arrive à le faire, tant mieux. Je vais applaudir. Je vais applaudir parce que c'est ça, en fait, en politique. Il faut se peser, se mesurer par rapport aux autres et savoir se classifier. Il ne faut pas croire qu'on est au-dessus de tous. Non. Et surtout en politique, vous savez, une campagne présidentielle en République démocratique du Congo, madame, le minimum, c'est 30 millions de dollars. En 2018, M. Fayulu a
prendre un avion, n'est-ce pas, de Etofis. Vous savez ce que ça lui a coûté d'abord au niveau de RVA? Je t'ai dit que ça a été négocié. On n'a pas payé cet argent. Donc ce qui n'est pas facile. Il faut avoir 30 millions de dollars. Tout ça, ce sont des aspects des élections ici en République démocratique du Congo. Nous avons pratiquement un sous-continent qui nécessite absolument suffisamment de moyens. Et surtout, une élection à un tour, c'est une élection fatale. C'est une élection fatale. On peut terminer les élections, s'épuiser et tomber. Et puis nous avons 26 provinces, madame. Donc, comprenez que nous aimerions bien que cela soit de cette manière-là. Je crois qu'ils seront des pionniers, pratiquement, pouvoir dégager un seul candidat, le calendrier du président en fonction. Ça va être une très bonne chose. Mais je ne les vois pas y arriver aujourd'hui. Quand je vois individuellement les ambitions personnelles et tout ça, je ne vois pas ces gens se mettre autour d'un candidat. Peut-être 2 ou 3, mais un seul candidat, en tout cas, je ne vois pas. Et c'est là que ça favorise Félix Tshisekedi. Bon, ça a toujours été comme ça, madame. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire quand vous dispersez les voix, comme Christian l'a dit, écoutez, d'abord ceux qui vont se retirer, ils vont se retirer après la publication de liste définitive, alors qu'ils sont déjà alignés par la CENI dans la machine à voter. Il y a d'autres gens qui n'auront même pas cette information-là que tel s'est retiré au profit de l'autre. Ils auront voté toujours en Oui, faveur. il arrive là, il vote pour lui, alors que ce sont des voix qu'on disperse. Vous savez, les élections de 2018, j'étais à l'intérieur de la République, à l'intérieur du pays. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont informés de rien. Totalement de rien. Pour lui, c'est la personne, c'est seulement cette personne-là. Qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, ça ne concerne pas, il vote Ils là. vont mettre son nom. Donc, ça va être, il faudra qu'on en tienne compte dans la stratégie électorale. Si il faut, n'est-ce pas, il faut faire suffisamment une campagne, une sensibilisation au niveau de la base pour que les gens soient informés à temps au lieu de disperser les énergies. Alors, Chris, oui. Il y a un facteur qu'il faudrait peut-être suivre. C'est le fait que Martin Fayoulou, qui a parlé de possibilité de boycott, et les FCC, qui a parlé de résistance, puissent eux-mêmes s'exclure du processus. Donc, dans l'hypothèse où Fayoulou et le camp Kabila s'excluraient du processus... Mais Fayoulou a dit qu'il va déposer sa candidature. Il y a déjà je suis dans les hypothèses. des informations. C'est une hypothèse parce que sa candidature est conditionnée à l'audit du fichier, à des réformes qu'il faut mettre en place. Si ces réformes ne sont pas rencontrées, je le vois très mal rentrer dans le processus et se contredire lui-même. Ça l'affaiblirait. S'il garde, c'est une hypothèse, l'option de ne pas s'aligner, et que le camp Kabila garde l'option de faire de la résistance du processus, ça réduirait, ça favoriserait plutôt la chance de l'opposition de se mettre ensemble autour d'un candidat qui serait Katumbi, parce que Mukwege est encore en train d'hésiter. Et donc, un peu comme en 2006, l'absence de Tshisekedi aura l'avantage de favoriser un nouveau Bemba qui pourrait être Katumbi et qui bénéficierait du fait que les autres se seraient retirés du processus. Ça, c'est un scénario à prendre en compte dans l'hypothèse où les autres là décident de se retirer. Et voilà, alors Joseph Kongola a évoqué la question de moyens, des moyens pour compétir à l'élection présidentielle, mais on a vu des candidats qui peut-être semblent ne pas avoir assez de moyens. Alors comment est-ce que vous expliquez toutes ces candidatures en télé? Non, ceux qui ont déposé moi, je parle même en premier. Moi je parle même de 100 millions, 30 millions c'est peu. Le Congo c'est le minimum. 35 villes. Nous avons 35 villes, nous avons 145 territoires. Si vous devez battre campagne comme le chef d'État, vous devez être capable d'aller dans les 35 villes, les 145 territoires, éventuellement vous devez faire 100 territoires. Vous devez faire, nous avons plus ou moins 700 entités territoriales décentralisées, 743 je crois. Nous avons entre 500 communes urbaines et rurales. Ça vous fait 1400 entités. Et si vous devez avoir des personnes qui vont battre campagne pour vous dans les 1400 entités, plus les 35 villes et les 145 territoires, vous devez avoir au minimum une équipe de 5000 personnes. Au minimum 5000. Pour faire large, vous devez avoir une équipe de 10 000 personnes capable de couvrir pour vous l'ensemble du territoire. Vous voyez? Ensuite, si vous devez faire l'avion pour les 35 villes, puisque nous n'avons pas la capacité de faire la route, on fait la projection aérienne, prenez l'avion, un jet privé, avec l'équipe d'avance qui descend, qui prépare. Ensuite, avec votre équipe qui vient avec vous, prenez tout ce qui est logistique, podium, sonorisation, presse, hôtel, rafraîchissement, visibilité, banderole, polo. Mettez ça à l'échelle nationale. Si vous n'avez pas 100 millions, il ne faut pas risquer. Maintenant, il y a des candidatures de figuration. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent non pas gagner cette fois-ci, mais ils veulent s'inscrire dans la durée. Oui. Ils s'y positionnent aujourd'hui pour s'inscrire dans le paysage
et il pourra rebondir l'année suivante. D'autres viennent parce que c'est une candidature de négociation, c'est une posture de négociation. Il sait qu'il va postuler pour négocier et se retirer au profit de tout le monde qui postule à la présidentielle, ne postule pas pour gagner. Certains ailleurs, même en France, hein, c'est pas seulement au Congo, certains postulent, surtout quand il y a 2 tours, pour faire porter leurs idées, Nicolas Hulot, les écolos, les Verts, ensuite pousser les candidats challengers à inscrire dans son agenda leur point de vue pour une alliance. Ça veut dire quand les écolos, Eva Joly par exemple en France, ou Nicolas Hulot, ou José Bové, vont en premier tour, ils savent qu'ils vont porter une cause qui est une cause écologique, ils vont faire 5% de voix ou 3% de voix, et pousser les candidats de la gauche par exemple à dire voilà, on fait une alliance gauche-écolo, et donc on prend vos points de vue, on l'intègre dans notre programme, en termes de politique de gouvernement, et vous nous soutenez. C'est aussi une façon de faire de la politique pour inscrire des questions dans l'agenda. Mais chez nous, maintenant, on n'a pas des questions d'agenda, on a davantage des questions personnelles. C'est-à-dire, si je veux m'inscrire dans un agenda politique pour l'après, je dépose ma candidature. S'il n'y a pas élection, c'est un scénario que beaucoup aiment au Congo, ça veut dire qu'il y aura probablement un dialogue. Donc j'étais candidat président, j'ai une position pour un dialogue. Sinon, on va m'approcher pour me dire retire-toi et me proposer un poste ministériel. Et donc je m'inscris dans l'agenda politique d'après. Ce sont des stratégies. Mais on a vu d'autres candidats de 2018 qui sont partis. On ne voit même plus, on ne parle même plus d'eux. Ils étaient là, il y a certains noms qui m'échappent, hein, ils étaient là. Ils sont pleins, les Sekikouni. C'est au moins il est sur les réseaux sociaux, les autres ont pratiquement disparu. En fait, il y a, on ne sait pas tout dire dans la télé, c'est la consultance aussi, il y a un jeu en politique, c'est que par exemple, si vous prenez 2018, un indicateur, si vous prenez 2018, regardez l'ensemble des candidats qui sont venus. Ils étaient de quelle origine sociologique? Et vous pouvez avoir des éléments de réponse. Ça veut dire si par exemple on veut fragiliser un candidat qui est de l'opposition, eh bien on peut multiplier les candidatures dans une zone sociologique pour éparpiller les voix. Et donc tous ceux qui viennent ne viennent pas parce qu'ils sont candidats, ils viennent parce qu'ils veulent éparpiller les voix. C'est pas pour rien que vous avez Adjeka Zamba Sankourou, Sankourou, un certain Nyemba Kassai. Ils viennent pour éparpiller les voix et donc réduire les marges d'un candidat fort qu'on veut comprimer. C'est des stratégies qui se mettent en place et donc certaines personnes viennent parce qu'ils vont jouer un rôle d'éparpillement des voix. C'est des stratégies politiques. L'argent, ça part hein, avec la c'est pas forcément leur argent, ne vous en faites pas. Si vous allez plus loin, vous verrez que forcément, c'est pas toujours leur argent. Mais la politique, c'est un jeu peu complexe. On ne peut pas tout résumer dans un plateau, mais c'est un jeu stratégique plus complexe qui parfois se résume à immobiliser un adversaire, réduire ses chances de gagner et favoriser votre poulain. Et pour mettre ça en place, il y a énormément de stratégies qu'on met en place, y compris l'alignement des candidats, pour arriver à ce résultat-là. Alors, Joseph Komwela Seni, c'est tout ça qu'il faut avoir de moyens, mais lui, il n'a rien à faire, il réceptionne toujours les candidatures. Ah mais bien sûr, la CENI ne peut pas limiter, sinon on va crier à l'acharnement ou je ne sais pas quoi. La CENI, elle reçoit toutes les candidatures. Vous déposez votre argent et reçoit votre candidature. Donc elle n'a pas du tout de problème. Mais ce que je veux dire à propos de M. Fayoulou, je lui dis toujours que la dernière minute dans une stratégie compte beaucoup. La fois passée, il a demandé à sa base d'aller voter sur papier, de ne pas utiliser la machine à voter. Et ça a dérouté beaucoup de gens. Ce sont des rumeurs. De toutes les façons, ça présage un tout petit peu ce qui pourra venir si jamais, une fois, Fayoulou voulait postuler, parce qu'on lui dira, mais vous nous avez empêché de postuler. Il a empêché tout le parti politique de postuler aux autres échéances. Voyez-vous? Alors, des erreurs de dernière minute, ça déroute l'électorat. L'électorat n'est pas... L'électorat est une foule. Ce n'est pas un individu, c'est une foule. Et cette foule, généralement, c'est une foule qui a l'âge de 6 ans. Voyez-vous? C'est une foule qui a l'âge de 6 ans. Elle peut se tromper facilement. Même quand vous voyez quand on monte des stratégies, généralement, c'est des stratégies qui peuvent dérouter quelqu'un en un rien de temps. Et je constate qu'en 2018, il avait commis la même erreur. Et là, s'il sera vraiment candidat, il aura déjà beaucoup hésité et ça risque de travailler sur lui. Vous savez, s'il y a d'autres gens qui disent qu'il n'a jamais gagné les élections, si d'autres gens disent qu'il n'a jamais gagné les élections, ça veut toutes ces tergiversations. Non, on n'allait pas voter. Non, on est voté avec la machine à voter. Non, non, 2 semaines après et tout ça. C'est un argument. Dans l'électorat, c'est des informations très sensibles qui peuvent démobiliser la base. Alors,
j'aimerais vraiment qu'ils gèrent bien cette situation, qu'ils gèrent très bien cette situation pour qu'ils ne commettent pas encore l'erreur de la fois passée. C'est très important. C'est-à-dire quoi, qu'il maintienne sa position, de ne pas S'il a une position à maintenir, qu'il le fasse avant et qu'il communique suffisamment là-dessus pour informer, donner la bonne information à la base, pour qu'il n'y ait pas hésitation, doute de l'électorat. C'est très important. Très important. Vous savez, l'élection, c'est une matière très sensible. Très, très, très sensible et fragile. Il suffit d'une petite ou fausse ou vraie information, ça peut dérouter des gens, madame. C'est comme ça qu'on veille sur ça. Ils font un service de sécurité, un service de monitoring qui traite les informations politiques, des rumeurs, tout ça, ça fait partie de la campagne. Ça fait partie d'une campagne. Donc il faudra une équipe qui doit traiter de toutes ces choses correctement, répondre, communiquer là où il faut communiquer à temps pour éviter qu'en dernière minute, les gens hésitent ou les gens mettre de doute sur certaines choses. Voilà. Merci Joseph Congo. Alors on va prendre le dernier sujet avec les 5 minutes qui nous restent. C'est par rapport à la suppression des visas pour les Congolais pour accéder au Kenya et en Tanzanie. La grande question nous sommes posée lundi, à qui profite cette mesure? Parce que c'est dans certaines personnes, les RDC ne produisent pas, ce sont plus ces pays qui produisent et c'est en leur faveur cette mesure. Je ne suis pas d'accord. Vu de Kinshasa, les gens ne comprennent pas la dynamique locale qui est à l'Est. Vous avez, à l'Est de notre pays, des grands hommes d'affaires. Hein. Dans la communauté Nandé, vous prenez tout la corne de l'Ituri, nous avons des grands hommes d'affaires à l'Est du pays. Et qui commercent avec les pays voisins. L'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie. Quelle quantité? Énormément. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, par exemple, tous ceux qui vont à Dubaï, quand ils importent les véhicules, ça descend par où? Ça descend par l'Est. Oh, ça descend plus par Matadi. Les véhicules, les ketchs, les motos qui entrent, beaucoup passent par l'Est, qui s'enganient pour venir vers Kinshasa. Ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique de commerce transfrontalière à l'Est. Et donc, lorsqu'on supprime les visas, on favorise ces Congolais à faire de la mobilité. Ce n'est pas simplement les autres qui vont venir chez nous. C'est aussi des Congolais qui vont aller au Kenya, qui vont aller en Tanzanie, pour faire ce commerce transfrontalier et ramener au pays. N'ayons pas peur de nous ouvrir. Les Congolais, nous avons développé une sorte de sentiment de peuple assiégé. Et ça peut se comprendre. Le fait que nous subissons une agression, que nous vivons une sorte d'agression venue des pays voisins, développe de plus en plus cette mentalité de population assiégée. Nous avons peur de l'ouverture, nous avons peur des autres, parce que nous voyons toujours, en fait, une sorte de méfiance en l'autre, l'ennemi. C'est lié à notre histoire, c'est vrai, mais nous devons être capables de surpasser ça et de voir plus loin. Parce qu'on n'est pas là face à la réalité. La réalité est qu'aujourd'hui... On importe tout. La réalité est qu'aujourd'hui, le commerce mondial, c'est l'Asie du Sud-Est. Si vous prenez 10 ports au monde, autour de 10 grands ports du monde aujourd'hui, 9 sont en Asie. Un seul port est en Europe, Rotterdam. 9 ports sont en Asie. Et 6 sont en Chine. Le commerce mondial, c'est l'Asie. Et donc, les portes d'entrée de l'Asie en Afrique, c'est Mombasa et Dar es Salaam. C'est pour ça que nous avons intérêt à mieux intégrer tous les projets de corridors qui se mettent en place, corridors Est-Centre, qui vont de Mombasa, de Tanzanie, vers le Congo. C'est une dimension géoéconomique importante qu'il nous faut saisir. Maintenant, c'est à nous de faire du Congo non pas uniquement un marché, pour les autres, mais d'être d'abord un marché à potentiel pour nous-mêmes et ensuite avoir les capacités de gagner les marchés à l'étranger. Pourquoi nous ne pouvons pas, comme Congolais, aller gagner les... Est-ce que vous savez qu'il y a des Congolais qui enseignent au Rwanda? Professeurs d'université, énormément qui enseignent au Rwanda. Mais beaucoup vivaient à Gizeni pour aller enseigner au Rwanda. Mais quand il n'y a plus de visa, ça veut dire qu'on peut rester à Goma et aller enseigner à Kigali. Puisqu'il n'y a plus de visa, par exemple. Ou on peut être resté à Goma et aller enseigner ou travailler en Ouganda, puisqu'il n'y a plus de visa. Mais nous avons une population abondante, avec une main-d'œuvre qui ne trouve pas de marché. Est-ce que vous savez que lorsqu'on ouvre les frontières, ça veut dire que nous prenons notre main-d'œuvre et nous le déversons sur les pays voisins? Ça sera vice-versa. Hein? Non, nous sommes 100 millions, maman. Nous sommes 100 millions. Brazzaville l'a vécu, hein? L'opération Mbata Mukolo. Quand 1 million de Congolais qui chez nous vont à Brazzaville, 1 million de Quinois,
Chez nous, on ne le sent pas parce qu'on est à 15 millions. Mais à Brazzaville, ils sont 4 millions. Quand 1 million viennent, c'est 3 Congolais et un Congolais de chez nous. Ouais. Et ça, ils sentent ça. Donc si nous disons, voilà, nous prenons le surplus de la population que nous avons et de la jeunesse, nous déversons dans les pays voisins, je vous dis, nous allons contrôler ces économies-là. Le problème, c'est qu'il nous faut une intelligence stratégique. Et la faiblesse du Congo, c'est notre capacité à développer l'intelligence stratégique. Joseph Congo, la crainte de certaines personnes, c'est pas aussi par rapport à la situation d'insécurité qui sévit de ce côté de l'Est. Alors on voit déjà d'autres agendas par rapport à cette suppression. D'abord, si cela est effectif, je crois que la guerre aura de la peine à continuer. Parce que la guerre est autour de ce commerce-là, illicite. Alors, quand vous enlevez les frontières, n'est-ce pas, ça risque de commencer à gêner même les agresseurs de faire les affaires. Et en plus, madame, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde actuel, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Vous devez être capable de donner, être capable aussi de recevoir. Donc, nous devons aguerrir notre économie. Nous devons acquérir nos sociétés, nos entreprises, même les écoles. Ça doit nous fournir des manœuvres qualifiées s'il faut fournir des manœuvres et nous donner aussi des éminences, n'est-ce pas, dans bien de domaines. En ce moment, nous pouvons les exporter. Je vais vous dire quelque chose de très important. J'ai un grand frère qui a terminé en médecine vétérinaire à Lubumbashi et depuis 1989, tous les médecins vétérinaires allaient en Angola. Ils terminent, ils avaient des filières pour aller en Angola, travailler en Angola. Et pendant ce temps, la République démocratique du Congo, qui avait besoin de vétérinaires, elle n'en avait pas. Donc, il faut être capable aussi de consommer ce qui vient d'ailleurs, être capable de produire aussi pour vendre. Alors, si vous n'êtes pas capable... Nous produisons les RDC? Non, nous produisons, madame. Nous produisons. D'abord, les minéraux, nous produisons. À part le minerai. Mais il y a le café, il y a le cacao, il y a certaines choses. Et puis, il y a un problème d'organisation de marché. Il y a des choses qu'on produit sur place, mais il n'y a pas quelqu'un qui organise le marché pour l'exportation. Et je crois que le ministre Mboussa a mis sur pied une structure pour encadrer les exportations. Les exportations et tout ça, les Congolais qui veulent exporter et tout ça, ils peuvent les encadrer pour leur donner quand même un canal pour pouvoir exporter. Voyez-vous? Et j'ai vu d'ailleurs des sacs fabriqués ici artisanalement et qui sont partis aux États-Unis dans d'autres programmes, là où nous avons avec les États-Unis. C'est la quantité, M. Joseph Congo. Oui, mais le problème c'est... qui emmènent leurs petits sacs. Non, c'était pas des petits sacs. C'était pas des petits sacs, c'est des sacs qui sont passés par des voies officielles, n'est-ce pas? La première fois quand ces sacs sont partis, c'était pour tester le marché et ça a accroché et maintenant c'est des grandes quantités de sacs qui partent. Voyez-vous? Donc on développe l'artisanat. Donc nous devons être capables non seulement de donner, mais être capables aussi de recevoir. Alors si nous laissons les autres travailler, les autres nous envahir, les autres fournir, n'est-ce pas, des produits de première nécessité que nous ne savons pas nous-mêmes produire, ils viendront produire ici chez nous. Ils viendront, ils vont acheter des terrains, ils vont commencer à produire sur place. Donc vous comprenez? Juste un petit mot. Juste un petit mot. Notre problème, c'est que nous devons savoir dans quel secteur nous sommes compétitifs et dans lesquels nous ne sommes pas. Et que où nous sommes compétitifs, l'encourager, l'inciter à aller plus loin. Nous, au niveau de la DIPOL, nous avions proposé depuis 2017 qu'il soit mis en place un groupe de travail sur la compétitivité, afin d'identifier le secteur dans lequel le Congo est compétitif et comment il peut utiliser cela à son avantage comme plus-value dans la sous-région. Nous avons été reçus à la présidence, les travaux existent, ils peuvent voir dans leurs archives, c'est possible de faire ça si on veut. Voilà. Et c'est la fin de notre magazine Kiosque. Merci à Joseph Kongolo, merci à Christian Mondeka, merci à l'équipe technique de Kiosque, merci au coach Doudou Montiri. Madame, Monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.